La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité et l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé pour vous informer sur les projets des 17 municipalités du Kamouraska, tout ça dans l'optique d'un développement régional accompagné d'invités issus de nos différents milieux. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Aujourd'hui à l'émission, nous parlons de valorisation de l'agriculture et pour nous parler des actions posées justement pour mettre en valeur l'agriculture au Kamouraska, je reçois Mme Marie-Jo Couturier-Dubé, conseillère en développement rural à la MRC de Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Mme Marie-Jo Couturier-Dubé, dites-nous qu'est-ce que la MRC de Kamouraska a mis en œuvre justement pour valoriser l'agriculture au Kamouraska? Oui, alors en novembre 2015, la MRC a adopté son plan de développement de la zone agricole et pour un peu alléger le discours, on va parler du PDZA, communément appelé avec les acteurs de la zone agricole. Alors, le PDZA, c'est une planification pour la zone agricole de la MRC qui favorise le développement durable des activités agricoles. Puis plus spécifiquement, dans le fond, la MRC et les acteurs du milieu ont déterminé des actions suite à un état de situation de la zone agricole. Et cet état de situation-là, elle a été mise en lumière comment? Il y a eu beaucoup de consultations avec les intervenants. Quand je parle des acteurs du milieu, c'est au moins une centaine de personnes qui ont participé aux consultations, qui s'est déroulée, je dirais, sur une année complète avec soit des petits groupes de travail ou des grosses consultations publiques. Est-ce que c'était le premier exercice du genre qu'on faisait à la MRC de Kamouraska? Non, en termes de planification, c'est sûr, on a quand même un plan de développement, un plan stratégique du Kamouraska avec différentes tables, dont la table agriculture et bioalimentaire, mais un PDZA, vraiment un plan de développement de la zone agricole, ça, c'est une première pour la MRC de Kamouraska. Et justement, c'était un peu normal également que la MRC emboîte le pas, j'imagine, là, oui, aux autres MRC du Québec. Tout à fait. C'est vraiment la MRC qui a le mandat de développer et de réaliser, de mettre en œuvre ce plan d'action. Maintenant, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur de cette planification-là? Oui, on a 4 grands axes de développement pour le PDZA qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site Internet de la MRC de Kamouraska. On parle bien sûr d'agriculture, bien entendu, du développement, du territoire et de la société. Puis, pour donner un peu des exemples concrets pour chacun des axes de développement, quand on parle d'agriculture, par exemple, on travaille avec un comité qui travaille les banques de terre. De plus en plus, on entend parler de ce dossier-là un peu partout au Québec, mais nous aussi, la MRC de Kamouraska, on se positionne dans le projet de banque de terre. On essaie de voir s'il y a des cédants qui sont à la recherche de relève agricole ou s'il y a des gens aussi propriétaires qui souhaitent louer des parcelles de terre. Est-ce qu'il y en a quand même passablement beaucoup des parcelles de terre au Kamouraska? Que ce soit parcelle de terre ou terre soit à louer ou à vendre, on commence à avoir quelques noms, oui. Bien sûr, on est au tout début de la démarche, donc on invite les gens à nous contacter s'ils ont des questions ou s'ils souhaitent aussi faire partie de cette démarche-là. Donc, ça ne s'adresse pas seulement à la relève ou aux gens qui veulent céder leur terre, ça s'adresse à un plus grand nombre de personnes? Oui, exactement. Si on est propriétaire d'une terre agricole, qu'on souhaite louer une parcelle, on peut faire partie de ce projet-là. Okay. Donc, ça, c'est le volet agriculture. Oui. Maintenant, une autre action qu'on prévoit dans le plan? Oui, alors pour le développement, par exemple, on a un projet de développement de l'agrotourisme. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà propriétaire d'une exploitation agricole et qui souhaite aller un petit peu plus loin dans ce projet-là, qui souhaite finalement ouvrir ses portes aux touristes. Donc, on essaie de plus en plus de travailler ce dossier-là en collaboration avec Promotion Kamouraska, qui est mandataire du projet, qui, si je ne me trompe pas, il y a eu 2 formations sur ce projet-là. Il y a tout de même une douzaine d'intervenants dans le milieu qui sont intéressés à aller un petit peu plus loin dans la démarche. Et puis, ce plan de développement de la zone agricole-là, ça s'étend sur combien d'années? Il n'y a pas de limite en termes de temps parce que, bien sûr, c'est un plan d'action assez étoffé et qui peut
se poursuivre dans le temps aussi. Il y a d'autres actions. Souvent, les actions qu'on met en place peuvent amener à d'autres actions aussi, bien sûr. Mais on parle d'un horizon d'environ 5 ans. OK. Et là, on parlait de 4 axes tout à l'heure. Le troisième? Alors, le troisième, on parle de territoire. Par exemple, dans le territoire, on veut beaucoup protéger aussi l'environnement. On parle des bandes riveraines. Au Kamouraska, on a quelques rivières et on travaille, par exemple, la rivière Saint-Jean. En ce moment, c'est une première rivière avec le comité qui a, par exemple, des partenaires tels que les clubs conseils, les clubs agro, en agro-environnement. Et on veut, dans le fond, protéger les bandes riveraines de la rivière Saint-Jean, qu'on parle de la protection du fameux 3 mètres autour des bandes riveraines. Comment, justement, de quelle façon ça peut s'appliquer, ça, cette protection-là? De quelle façon? On a commencé par une rencontre avec les producteurs, avec le comité de travail, qui est la MRC, comme je disais tout à l'heure, les clubs conseils en agro-environnement. Au Bakir aussi fait partie du comité. Et après ça, ce sera des visites terrain pour expliquer aux agriculteurs. Déjà, il y a des gens qui le respectent très bien, cette bande riveraine. D'autres personnes pour qui pour aller expliquer vraiment je dirais c'est très simple, c'est tout de même ces 3 mètres à respecter de chaque côté de la rivière. Mais des fois, ça peut paraître simple, mais c'est de voir avec le producteur de quelle façon qu'on peut mettre en place cette action-là, tout en respectant, bien sûr, sa production agricole. Effectivement, il y a donc tout un travail de concertation et d'harmonisation à avoir, là. Oui, tout à fait, c'est sûr, parce que, par exemple, la MRC a, oui, réalise ces dossiers-là, mais ça prend des partenaires, des gens qui travaillent déjà sur le terrain, qui connaissent bien les producteurs agricoles. Donc, c'est sûr que ça nous prend des partenaires dans le dossier pour avoir une bonne cohésion, une bonne collaboration avec le milieu agricole. Et comme dernier axe, ce serait lequel? Bien, alors, on en parle déjà un peu, qui est l'axe de la société, qui a plusieurs actions, dont la première était vraiment de former le comité pour la mise en œuvre, d'aller chercher les partenaires, tous ceux qui ont collaboré à l'élaboration, qui ont fait partie des consultations. Je ne dirais pas que c'est ces gens-là qui font partie de la mise en œuvre, mais il y a des intervenants clés qui sont absolument primordiaux pour l'avancement des dossiers, dont, par exemple, l'UPA, qui fait partie du comité et qui sont partenaires dans la majorité de nos actions, sinon l'ensemble des actions. L'UPA, le MAPAC, bien sûr, qui sont très importants dans ce dossier-là. Ils ont chacun des expertises qui sont complémentaires aux nôtres, qui fait en sorte qu'on puisse avancer les dossiers. Et comment le plan de développement de la zone agricole, vous en avez glissé un mot, peut mettre vraiment en valeur l'agriculture au Kamouraska? De quelle façon? Bien, en fait, je dirais déjà de se positionner comme MRC, de dire on fait un état de la situation du milieu de l'agriculture, du milieu agricole, de la zone agricole, et on priorise, on choisit des actions, on en priorise à très court terme. Par exemple, je parlais de la banque de terre, mais c'est tout de suite de dire, nous, on souhaite que l'agriculture demeure au Kamouraska et on souhaite la diversifier aussi, attirer des gens. C'est aussi une façon c'est de l'attractivité, c'est une façon d'attirer des gens et de rétention, de garder les gens ici et d'attirer des gens d'ailleurs. Donc, c'est vraiment mettre en valeur l'économie, qui est une économie tout de même assez importante au Kamouraska, l'agriculture. Donc, je pense que dans toute cette démarche-là et de poursuivre les actions, poursuivre avec le comité, déjà, c'est en soi une grande démarche de valorisation de l'agriculture. Et comment on fait, peut-être en terminant, pour établir les priorités du PDZA, parce que le champ de travail est assez vaste, est assez grand. Par quoi on commence? Oui, c'est sûr que lors des consultations, il y a des éléments forts qui ont ressorti, tels que, comme je disais, les banques de terre, les bandes riveraines et aussi le projet d'agrotourisme. Et c'est pas pour rien que j'ai ressorti ces éléments-là, parce que c'est sorti par plusieurs personnes durant les consultations. Et avec le comité de travail, où il y a un élu, le maire délégué à l'agriculture et au bioalimentaire, où il y a les différents partenaires tels que le MAPAC, l'UPA, eux, ils sont aussi au fait de chacune des réalités
mutualité des organisations et du milieu agricole. Donc, ensemble, lors de la première rencontre, on a vraiment établi la priorité. On a priorisé finalement parmi tout ça, parmi toutes les actions. Mais c'est sûr qu'en cours de route, des fois, un dossier tel que la Banque de terre peut faire avancer un petit peu plus rapidement un autre dossier du plan d'action. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et on se réajuste aussi. On essaie de se rencontrer tout de même au moins 4 fois par année, le comité, pour voir à l'avancement, à l'état des dossiers. Là-dessus, Mme Marie-Jo Couturier-Dubé, merci beaucoup. Merci. Je reçois M. Rosaire Ouellette, maire délégué à l'agriculture et au bioalimentaire. Bonjour, M. Ouellette. Bonjour. Tout d'abord, M. Ouellette, je veux vous entretenir sur le PDZA, le plan de développement de la zone agricole. Pourquoi la MRC de Kamouraska a décidé de se doter de cet outil-là? D'abord, ces plans-là, le gouvernement a demandé à chacune des MRC de se doter de cet outil-là, qui vient en complémentaire avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, le schéma d'aménagement est plus global. On va parler plus de l'ensemble de l'aménagement de la MRC, des centres urbains, du développement urbain, bon. Et c'est souvent de ça dont on parle le plus souvent quand on parle d'aménagement. Lorsqu'on parle d'aménagement, oui. Maintenant, on voulait être plus spécifique parce que vous savez qu'on est une municipalité agricole, fortement agricole, la plus fortement agricole dans l'Est du Québec. Ça allait de soi, donc, oui. Donc, ça allait de soi pour nous de mettre en valeur la principale industrie de notre MRC et comment on voulait qu'elle se développe et avec qui on voulait qu'elle se développe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des différentes valeurs à l'intérieur de ça et on a amené le développement de la zone agricole un peu en consultant l'ensemble des gens, même les non-agricoles, pour voir dans quelle mesure eux autres, ils voyaient le développement de la zone agricole, tout en tenant compte de l'harmonie sociale qu'on doit maintenir dans notre MRC par rapport au développement de l'agriculture. Et évidemment, il est ressorti beaucoup de choses qui a fait en sorte qu'on a ramassé ça dans le plan de développement de la zone agricole. Et à chaque année, il va y avoir des actions concrètes qui vont être menées pour atteindre les objectifs du plan. Vous parlez d'actions, de valeurs, d'objectifs. Quelles sont les valeurs fondamentales d'un plan de développement de la zone agricole? Bien, évidemment, je parle du Kamouraska parce que ce ne sont pas nécessairement, peut-être pas les mêmes valeurs ailleurs. Bien, nous, évidemment, on a une des particularités au Kamouraska, c'est que notre agriculture est à 80-85 % production animale. Donc, on a comme mis nos œufs dans le même panier. Puis lorsqu'on parle de production animale, on parle de production laitière, on parle de production ovine, on parle de production bovine. Puis, il y a quelques petites productions marginales, mais c'est pas beaucoup. En termes de production végétale, on est dans les céréales, beaucoup dans les céréales, pour alimenter justement nos productions animales. Donc, on voulait amener une diversification de notre agriculture, puis peut-être un peu revisiter notre passé à l'intérieur de ça. Parce que, là, dans les années 40, 50, on avait ici, au Kamouraska, beaucoup plus de diversification agricole qu'on en a maintenant. Donc, on voudrait peut-être voir s'il y a la possibilité de retourner dans la diversification, mais pas nécessairement avec les mêmes productions qu'on avait dans les années 40 ou 50. Il y a d'autres productions en émergence. C'est ça, donc d'évoluer. Et on veut les amener, si possible, au Kamouraska, et particulièrement dans l'utilisation des terres dévalorisées. Je vous amène sur un point, vous parlez de diversification, notamment au niveau technologique. C'est un terme qui revient aussi quand on parle d'avenir, mais là, vous me parlez d'avenir au niveau de l'agriculture et vous me parlez de diversification. Est-ce que ça représente un besoin? Vous avez vu à travers les consultations qu'il y avait vraiment un besoin de se diversifier pour justement avoir de l'avenir dans... Il y a un besoin de se diversifier, puis il y a un besoin de partir de nouvelles productions, parce que c'est pas nécessairement facile, à moins d'avoir un transfert père-fils. C'est pas nécessairement facile de partir en production laitière. Je dis pas que ça se fait pas, que ça se fait. Il y en a qui le font, puis qui le font avec succès. Sauf que pour faire ça, il faut avoir comment je dirais, donc, il faut avoir un environnement qui est propice. Et c'est pas nécessairement possible partout.
Donc, par contre, on peut produire autre chose. On peut rester aussi en production animale. Je regarde, il y a des jeunes qui ont parti en production de lait de chèvre, d'autres ont parti en production de lait de brebis, d'autres ont parti en production de chevreaux de viande. Donc, il y a de l'espace pour diversifier l'agriculture, mais on est toujours en production animale. Tu as remarqué ce que j'ai dit? On est toujours en production animale. Donc, on peut partir aussi dans des productions végétales. Je regarde, par exemple, la pommeterie de Saint-Gabriel. Ils sont partis dans une production végétale. Donc, il y a d'autres productions végétales qui n'attendent que ça. Le verger patrimonial aussi. Le verger patrimonial aussi. L'autre élément qu'il faut faire attention, parce que moi, je le mets beaucoup en lien avec les terres dévalorisées ou qui sont en train d'être abandonnées. Ces sols-là sont propices à un certain type d'agriculture. D'accord. Donc, il faut essayer de mettre ces types de sols en relation avec l'agriculture qui est la plus propice. Pour les optimiser, hein? Pour les optimiser. Je regarde, par exemple, des terres un peu plus rochues à Saint-Onésime, par exemple. Bien, c'est sûr que si on veut faire des céréales dans ces terres-là, bien, les gens vont ramasser de la roche. Ou ils vont devoir s'équiper d'instruments pour ramasser la roche. Alors qu'il y a peut-être d'autres productions qui seraient plus intéressantes, qui ne nécessitent pas le travail du sol à tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qui sont un peu plus permanents. Je regarde, par exemple, ce qui me vient à l'esprit, la production de pommettes comme à Saint-Gabriel, mais il y a aussi des noyers de Carpates qui pourraient être plantés là, il y a aussi des noisettes, des noisetiers qui pourraient être plantés dans ces types de sols-là, avec évidemment l'entretien qu'il faut, sauf que ça prend un investisseur pour faire ça, parce que si tu plantes un pommier, ça va prendre une bonne quinzaine d'années avant de commencer à récolter des pommes. Donc, il y a ce que j'appelle un investissement passif pour atteindre la productivité. Ce qui est différent, par exemple, que de mettre du blé en terre au printemps, puis de le récolter à l'automne, puis de le vendre durant l'hiver. Tu sais. On parle d'optimisation, on parle d'harmonisation. Quand on fait un plan de développement de la zone agricole, est-ce qu'on s'inspire aussi de ce qui a déjà été fait dans d'autres régions? Parce que, notamment lorsqu'on parle des parcelles de terre, c'est peut-être aussi... Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça aussi la volonté de protéger notre territoire, peut-être face aux promoteurs extérieurs? C'est sûr que ça nous guette toujours. Les spéculateurs au niveau de l'achat des terres agricoles qui viendraient payer des gens pour cultiver ces terres-là avec des produits que nous n'avons pas choisis et dans des conditions que nous n'avons pas choisies non plus. Donc, nous, c'est pour une consommation qui n'est pas destinée... Puis pour une consommation qui n'est peut-être pas destinée aux gens de la région d'abord. Et on veut conserver ce qu'on appelle ici le concept de la ferme familiale. Bon, la ferme familiale, on peut pas rêver qu'on ait 2, 3, 4 frères qui sont sur la même entreprise, mais on est toujours dans la même famille. Puis on contrôle notre appareil de production. Lorsqu'on s'en va, on en arrive à céder nos terres auprès des spéculateurs, bien, on perd le contrôle de ce qu'on fait dessus. Les gens qui ont besoin de choses à l'extérieur vont faire cultiver leurs besoins à l'extérieur, puis nous, on perd le contrôle sur notre type d'agriculture. Sur notre aménagement de territoire et sur l'appropriation de territoire, j'imagine? Sur l'aménagement de territoire, on peut quand même les contrôler parce que c'est réglementé, mais il reste qu'on aime bien choisir ce qu'on fait sur notre territoire, puis on ne veut pas se faire dicter ça par les gens de l'extérieur. Donc, c'est sûr que à partir du moment où on va travailler dans le concept du développement de notre agriculture, sans négliger les productions qu'on fait déjà. On encourage la relève, on encourage les jeunes à prendre la relève de leurs parents. On veut aussi être capable de mettre en lien des gens qui n'ont pas de relève versus des jeunes qui sortent de l'ITA, par exemple, et qui souhaitent avoir une ferme, un open terre, une ferme pour pouvoir pratiquer leur métier. Là-dessus, M. Rosaire-Ouellette, c'était très intéressant. Merci de votre temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Un thème important au Kamouraska, s'il en est un, l'agriculture, c'est ce dont on parle aujourd'hui à l'émission. Comment la valoriser? C'est inscrit d'ailleurs dans les différents plans de développement comme thématique importante à développer. Et pour nous en dire plus justement sur comment il valorise lui-même l'agriculture chez lui, je reçois M. Olivier Marquis de la ferme du Sillon de Saint-Alexandre de Kamouraska et du Sillon des Saveurs. Bonjour Olivier. Bonjour Annie. Ça va bien? Oui, toi?
Oui, merci. Tout d'abord, Olivier, dis-nous un peu qu'est-ce que c'est que le Sillon des saveurs? On va en savoir plus. Bien, en fait, nous autres, notre ferme, ça s'appelle la ferme du Sillon, qui a une boutique à la ferme qui s'appelle le Sillon des saveurs. Concrètement, le Sillon des saveurs a été fondé ça fait maintenant 2 ans. Cette boutique-là représente la vente de tous nos produits indirectement qui sont faits à la ferme du Sillon. Soit on a une quinzaine de produits maraîchers. On vend de la viande de porc de pâturage, de bœuf festif et de chevreau. Fait que c'est ça, dans le fond, le Sillon des saveurs englobe vraiment la production de la ferme du Sillon là, depuis 2 ans à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Et comment, à la ferme du Sillon, on peut dire qu'on valorise en quelque sorte l'agriculture? Bien, en fait, nous autres, c'est vraiment par le marché de proximité qu'on a créé avec notre consommateur dans le but de faire connaître et comprendre nos enjeux puis d'où proviennent les produits qu'il consomme directement versus les tablettes d'épicerie conventionnelles. Fait que le consommateur vient directement chez nous. Il y a un aspect un peu agrotouriste qui englobe le tout. Ils peuvent venir voir les animaux dans leur milieu où c'est qui se font engraisser. Ils peuvent voir comment nos techniques au niveau de la production maraîchère, etc. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est créer vraiment le contact avec le consommateur et l'éduquer au niveau de la production agricole. Et là, tout à l'heure, vous parliez d'enjeux. Quels sont-ils ces enjeux-là qui font en sorte que finalement, on dit, bien là, il faut vraiment valoriser notre agriculture si on veut sortir du lot, en fait? En fait, j'en aurais une liste très longue d'enjeux au niveau de l'agriculture en général. C'est sûr, il y a tout ce qui est marchés internationaux et tout ça qui vient jouer au niveau des enjeux quand on parle de production de volume. Mais nous, mettons, en tant que producteur à petite échelle, la critique du consommateur peut être un enjeu qui est extrêmement important, la qualité des produits. Puis je pense que c'est vraiment, l'enjeu principal, c'est vraiment la connaissance du consommateur de l'agriculture en général, parce qu'il y a des préjugés ou bien je dis pas des rumeurs, mais mettons, on a tout le temps des choses qu'on croit réelles, mais dans le fond, que c'est totalement le contraire, qu'on débarque directement sur une ferme, puis on voit que c'est totalement pas qu'est-ce qu'on a entendu là, concrètement. Donc, le marché de proximité, c'est vraiment une façon que vous avez développée pour justement démocratiser un peu l'agriculture. Oui, entre autres. Puis c'est aussi pour recréer un peu ce sentiment dans le temps, si on peut dire, au niveau de les fermes de subsistance, qu'on avait tous nos légumes, nos viandes. Quand le consommateur vient à la ferme chez nous, on veut vraiment qu'il achète un peu comme une histoire, si on peut dire. Il y a des fresques qui ornent notre boutique, qui représentent l'histoire de la ferme du Sillon. Comme si le produit qu'il achète, il comprend d'où c'est qu'il vient, puis il est sûr qu'il est santé, puis qu'il n'a pas passé 10 heures de route, mettons, pour se rendre sur les tablettes de l'épicerie. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on essaie d'éduquer les consommateurs. Et il y a tout l'aspect familial aussi. Oui, bien en fait, nous autres, c'est une ferme familiale. À temps plein, il y a mes 2 parents, moi et ma conjointe, on travaille sous l'entreprise. Il y a nos oncles et tantes qui viennent nous donner un coup de main l'été lorsqu'on fait les récoltes. Bref, c'est relativement très familial comme entreprise. Donc, on parle de valoriser l'agriculture, mais on peut aussi se valoriser à travers l'agriculture. On parle notamment de diversification pour la ferme du Sillon. Qu'est-ce que vous faites justement pour diversifier votre agriculture? Bien, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qu'on fait concrètement. On essaye beaucoup de créer de valeur ajoutée envers nos produits. Un peu comme au niveau de nos porcs de pâturage. C'est des porcs qui sont élevés en nature, que les clients peuvent venir voir durant la période estivale. C'est une des valeurs ajoutées, notamment qu'on a, mettons, au niveau de notre production, notre petite production porcine. Sinon, mettons, comme au niveau de nos bœufs festifs, qui sont des veaux nourris à la bière de microbrasserie en collaboration avec une microbrasserie du coin. Bref, c'est une valeur ajoutée qui est innovatrice puis qui cherche à créer un engouement pour un produit, un engouement qui va aller chercher le consommateur directement et qui va le faire acheter concrètement. C'est vraiment ça l'idée. Puis que ces valeurs ajoutées-là répondent à indirectement des normes au niveau du bien-être, etc. Là. Fait que ça fait vraiment valoir nos produits. Là. Justement, j'allais vous amener sur le bien-être animal. C'est aussi une façon pour vous de sortir du lot parce que, bien,
je ne veux pas dire que les gens ne s'occupent pas nécessairement pas le souci du bien-être animal, mais je pense qu'au niveau de la ferme du Sillon, c'est une valeur que vous avez de toujours vous soucier vraiment du bien-être de l'animal. Bien, en fait, on essaie de faire valoir ces valeurs-là qui sont, je dirais, assez répandues au niveau provincial et même national. Encore une fois, c'est un peu un préjugé dans le sens que tous les producteurs agricoles sont extrêmement encadrés à ce niveau-là. Il y a beaucoup de réglementations au niveau de tout ce qui est bien-être animal, etc. Mettons que l'agriculteur du temps fait beaucoup plus de paperasse aujourd'hui, justement pour répondre à ces normes de qualité-là qui proviennent du consommateur et qui sont correctes, il faut suivre et c'est normal. Puis c'est un peu ça notre but, je dirais, avec le marché de proximité, c'est de vraiment faire comprendre aux consommateurs que c'est encadré, puis que nous, on y répond, puis que d'autres y répondent en totalité à grandeur du Canada pratiquement. Tout à l'heure, Olivier, on parlait de diversification. Comment la ferme du Sillon fait-elle pour être attractif, pour amener des gens encore plus à la ferme? Bien, je dirais que depuis la dernière année, on a mis l'emphase sur une journée porte ouverte, qu'on a travaillé beaucoup. On a mis beaucoup d'argent au niveau de cette activité-là pour la promotion de cet événement. On a fait un michoui de porc, de pâturage et de chevreau avec une diversité de produits provenant directement de la ferme du Sillon pour faire connaître nos produits aux consommateurs. Bref, à peu près 200 personnes sont venues manger à ce michoui-là le 4 septembre dernier. Puis 1000 personnes sont passées à la ferme voir les installations. Fait que c'était une première édition, puis c'est une chose qu'on aimerait ça faire d'année en année pour, encore une fois, amener le consommateur directement sur la ferme. Puis une fois qu'il sait le chemin pour venir à la porte ouverte, bien, il va sûrement revenir. Fait que... Effectivement. Et pourquoi, peut-être en terminant, Olivier, pourquoi avoir choisi de se diversifier autant à la ferme du Sillon? Parce qu'on aurait pu choisir de rester avec nos chèvres, mais là, on veut aller encore plus loin, là, nécessairement. Je crois que c'est un peu le désir d'éduquer. C'est vraiment ça qui vient nous interpeller. Certains producteurs... n'ont pas nécessairement ce désir-là. Fait que c'est important peut-être de se sentir relativement porte-parole au niveau à ce niveau-là, au niveau des producteurs agricoles, pour éduquer vraiment le consommateur. Puis sinon, je dirais le vouloir de diversifier, c'est vraiment au niveau soit rentabilité directement. On parle d'une marge qui est beaucoup plus intéressante que quand tu vends à gros volume de production à des industriels. On a une marge qui est plus intéressante sur notre produit, puis c'est le contact avec le consommateur qui est extrêmement intéressant aussi. On travaille 7 jours sur 7 sur nos entreprises. C'est le fun d'un peu piquer des jasettes des fois avec du monde qui vient acheter nos produits. Fait que je dirais que c'est un peu ça le but puis l'intérêt de se diversifier puis de créer un marché de proximité au niveau de notre entreprise. Là-dessus, Olivier Marquet, merci beaucoup. Merci à toi. De notre côté, on se retrouve une prochaine fois. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservice au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité, l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660.